la conférence d'aujourd'hui va porter sur l'IA au service des processus. Donc, on va faire un cas pratique avec N8N, avec N8N, qui est vraiment qui est applicable au contexte africain. Okay. Donc, on va continuer. Slide. OK. Donc, le plan de la conférence se fera sur ces différentes étapes. On va d'abord démystifier un peu le concept de l'IA, présenter un peu le jargon. On va dire ce que c'est qu'un workflow en des termes très simples. On va un peu comparer un workflow avec un agent IA. On va aussi dire pourquoi utiliser N8N en 2026. Et pourquoi les outils d'orchestration sont de retour, sont revenus à la mode. Et puis, on va découvrir ensemble N8N. Et à la fin, on va faire un petit TP pratique et je vais vous présenter un workflow simple que tout le monde peut faire et qui vraiment applique les principes, les différents principes qu'on aura appris. Donc, OK. OK. Là, maintenant, on va présenter d'abord qu'est-ce que l'IA. Donc, l'IA, c'est l'intelligence artificielle, on entend quoi? Intelligence artificielle, une machine qui peut permettre de simuler les capacités cognitives de l'être humain, à comprendre, donc comprendre le langage, reconnaître des images, générer du contenu, prendre certaines décisions. Ce n'est pas là. En fait, c'est une machine qui va se comporter comme un humain. Donc, mais c'est pas, en fait, l'IA ne pense pas comme un humain, mais c'est un outil qui est entraîné sur des données et qui va fournir un comportement, qui va fournir un résultat qui sera à peu près similaire à ce qu'un humain pourrait faire. Bon, on prend souvent, avec l'intelligence artificielle, on prend souvent l'analogie de l'avion et de l'oiseau. L'avion a été conçu en calquant l'oiseau, mais l'avion ne fonctionne pas comme un oiseau. L'avion, c'est une machine. Mais l'avion et l'oiseau volent tous les deux. Mais dans le principe et dans l'application, ils ne fonctionnent pas pareillement. C'est un peu comme ça que fonctionnent les intelligences artificielles et l'homme. Il y a aussi maintenant quelques termes qu'il faut souvent connaître. Vous allez souvent entendre des LLM, des langages, c'est des Large Language Models, c'est des types d'IA qui sont utilisés dans l'intelligence, dans l'IA générative, tels que ChatGPT, Claude IA, Gemini, qui vont vraiment permettre de générer des contenus, de fonctionner un peu différemment. Il y a le prompt. Les prompts, c'est des instructions qu'on donne à l'IA. Donc, lorsqu'on communique avec l'IA, on dit qu'on fait un prompt. OK. On distingue généralement 3 types d'IA. Il y a les IA génératifs qui permettent de créer des contenus, des textes, des images, des codes. Il y a des IA expéditives qui, elles, existent vraiment depuis longtemps, qui sont utilisées depuis longtemps par des banques et par la météo, pour prédire la météo vraiment. Ça, c'est des IA qui existent depuis. C'est un peu les IA génératives qui sont un peu les IA qui sont arrivées dans les années qui ont un peu éclos avec ChatGPT. Il y a les IA décisionnelles qui sont généralement utilisées pour les routages email, qui sont généralement utilisées dans les banques pour savoir si on va donner du crédit à quelqu'un ou pas. Maintenant, on va maintenant se dire, qu'est-ce que l'IA peut faire et qu'est-ce que l'IA ne fait pas bien ou ne peut pas faire? L'IA peut lire, comprendre un texte, le synthétiser. L'IA peut reconnaître des patterns de données. L'IA peut générer du contenu. L'IA peut classer et noter des éléments. Il peut traduire ou résumer des documents. Maintenant, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? L'IA ne peut pas décider à notre place sur des sujets importants. L'IA ne peut pas comprendre ou ressentir les émotions humaines réelles. Et l'IA ne peut pas, en l'état actuel, remplacer le jugement expérientiel. Donc, il ne peut pas remplacer ce jugement de foi subjectif que l'homme a
sur certaines situations. L'IA ne peut plus, l'IA c'est une machine. Un ordinateur ne fonctionne pas seul, donc il ne peut pas agir sans instruction, sans, sans une instruction. C'est pour ça que c'est aussi important de bien faire les prompts, donc de savoir bien discuter avec l'IA. Et l'IA ne peut pas garantir l'absence d'erreur parce qu'il y a ce qu'on appelle les hallucinations et la perte de contexte qui font en sorte que l'IA produise très souvent, bon, quand je dis très souvent, produise souvent, ça arrive, ce qu'on appelle des faux vrais. Donc, une réponse qui en apparence est vraie, mais lorsqu'on étudie, ça va être fausse. C'est pour ça que lorsqu'on commence à utiliser l'IA, il faut vraiment faire très attention. Okay. Maintenant, comme les différents modèles les plus courants, on a Gemini qui est produit par Google, on a Grok de X anciennement Twitter, on a ChatGPT fourni par OpenAI, on a Claude fourni par la société Anthropique, on a Mistral qui est l'IA française, et on a DeepSeek qui est l'IA chinoise. Donc il y a vraiment toutes ces IA-là qui sont en train d'éclore. Okay. Alors maintenant, qu'est-ce qu'un workflow? Un workflow, c'est une séquence d'étapes automatisée qui exécute dans un ordre défini, qui s'exécute dans un ordre défini pour accomplir une tâche. Donc, chaque étape va prendre les données en entrée et effectuer l'action et envoyer un résultat en sortie sous forme de données et passer à l'étape suivante. Le workflow s'exécute généralement automatiquement sans l'intervention d'un être humain. Dans l'IA, il y a ce qu'on appelle maintenant les triggers, les déclencheurs. Les triggers, c'est toutes les choses qui vont faire déclencher des actions. On a les nœuds, il y a les conditions. Les nœuds, ce sont des blocs qui sont des éléments de l'IA. Un nœud, c'est peut-être lire un mail. Et on aura les nœuds. On va voir ça dans les slides suivants. On a les déclencheurs qui lancent le processus. On a l'action qui exécute, le système qui exécute. On a les conditions qui permettent de prendre des décisions. Et on a les résultats. Il y a des workflows, ce n'est pas des choses nouvelles, c'est des choses que vous avez déjà utilisées, même sans le savoir. Par exemple, les filtres automatiques dans Gmail, les réponses automatiques sur WhatsApp et sur WhatsApp, sur Telegram ou sur Facebook quand vous utilisez les marketplaces. Les virements programmés, quand vous programmez un virement, par exemple, chaque mois dans votre compte épargne, et les confirmations de commande. Lorsque vous passez un achat et que directement on vous répond que la commande a été confirmée. C'est un peu ça. Ce sont des workflows qui sont déjà implémentés dans la vie de tous les jours. Okay. Maintenant, je vais apporter quelques différences complémentaires. OK. Comment différencier un workflow d'un agent IA? Un workflow suit des règles fixes, suit des règles prédéfinies. Et ces règles sont fixes. C'est un chemin prédéfini. Il ne s'adapte pas aux imprévus. Il change et il est fiable. Maintenant, un agent IA, il va prendre certaines décisions de façon autonome. Il va choisir lui-même les outils à utiliser. Il va s'adapter aux situations nouvelles. Et il peut faire des erreurs. Donc, sur les agents IA, généralement, la supervision est requise. Et on va un peu voir comment les workflows peuvent devenir des agents IA plus tard. OK. Comment est-ce qu'un workflow devient un agent IA? On y ajoute un modèle IA, tel que ChatGPT, Claude, Gemini. On lie à ce modèle des outils qu'il peut utiliser. Et le plus important, on lui apporte une mémoire pour son contexte, de telle sorte qu'il va pouvoir apprendre de ce qu'il a fait et il va pouvoir exécuter, travailler de façon continue. OK. Maintenant, pourquoi utiliser M8N en 2026? Il faut d'abord préciser que
faut préciser que entre 2015 et 2020, on avait l'ère des API. Donc, les logiciels, les grands fournisseurs de logiciels tels que Google, Amazon, Microsoft, ils ont tous en masse appliqué l'architecture API qui va permettre de se connecter à un service et de le consommer. Et permettre aussi aux développeurs d'automatiser certaines tâches. Entre 2020 et 2023, il y a eu l'arrivée des outils no-code, tels que Zapier, Make, qui vont permettre d'automatiser sans code, mais avec des limites dans les tâches. Donc, ça va permettre, et ça va un peu casser la barrière à l'entrée de l'automatisation qui était un peu réservée aux informaticiens, aux développeurs. Et là, permettre à des gens qui ont des connaissances dans les TIC, dans le digital, de comprendre l'utilisation de l'outil et pouvoir automatiser certaines tâches de façon simple. Maintenant, à partir de 2024 à 2026, l'IA est arrivé à changer tout. Là, maintenant, on peut demander à l'IA de comprendre et de décider. Les workflows sont devenus intelligents. Et c'est pour ça que les gens sont... cet outil qui avait une popularité un peu mitigée est soudainement venu remonter à la surface, on va dire. Donc, et N8N, c'est un outil, lui qui est open source, qui peut être auto-hébergé dans vos serveurs ou utiliser des formules en ligne. Donc, vous pouvez vous abonner en ligne et pouvoir utiliser N8N. Okay. N8N est un chef d'orchestre qui va connecter des outils et leur dire quoi faire quand. Il va se connecter à plus de 400 applications, que ce soit votre Gmail, votre WhatsApp, votre Telegram, votre Google Sheet, votre Google Doc. Il va utiliser des intelligences artificielles pour créer les documents. Il est flexible parce qu'il y a des logiques de conduction et là, vous avez le contrôle parce que vous avez la possibilité d'héberger vous-même votre instance de N8N sur votre serveur. Vous pouvez acheter un VPS et vous hébergez votre instance. OK. Maintenant, comment démarrer sur N8N? Il faut d'abord identifier les différentes tâches que vous avez l'habitude de faire. Si vous voulez démarrer, vous voulez identifier, bon, quelles sont les tâches répétitives que j'ai l'habitude de faire. Maintenant, vous allez chercher à connaître quel est le rapport, quel est le meilleur rapport effort-gain. Vous allez cartographier ces processus, vous allez un peu essayer de les dessiner, de les schématiser sur une feuille, par exemple, ou à l'aide des outils de cartographie de processus. Et puis, vous allez maintenant le prototyper sur N8N. Vous allez l'implémenter sur N8N et pouvoir l'utiliser. OK. Maintenant, on va maintenant passer à la partie pratique. OK. On va passer à la partie pratique. Le temps que je me connecte à la plateforme, à mon serveur qui est hébergé, pour pouvoir accéder au workflow que j'ai préparé pour vous, vous présenter un peu N8N, et on va vous parler un peu, et vous présenter un peu ce qu'on va faire dans ce TP. On va créer un mini ATS. Un ATS, c'est un outil que beaucoup de gens ne connaissent pas. Beaucoup de chercheurs d'emploi ne connaissent pas. C'est un outil que les entreprises utilisent pour filtrer les CV. Très souvent, lorsqu'une entreprise lance un offre d'emploi, généralement les grandes entreprises, ils reçoivent des milliers de CV. Et il y a un premier filtre qui se fait à l'entrée, qui va permettre de filtrer les profils les plus intéressants. Et ce sont des logiciels qui généralement coûtent très cher, qui ne sont pas très accessibles pour les PME. Donc ici, on va voir comment avec N8N, on va recueillir les mails qui ont été envoyés dans notre boîte mail et filtrer les profils. Donc, quelqu'un postule, par exemple, à une offre d'emploi. Son profil est bon. L'IA va analyser le profil et il va le classer. Il va dire que non, celui-ci, il a un bon profil. Celui-ci a vérifié. Celui-ci, il faut le faire passer en entretien et prévoir quelques axes de questions qu'il faudrait lui poser pour approfondir sur son CV. Donc, comment ça sera? Il y aura le Gmail Trigger, donc le déclencheur. Là, ça va se déclencher avec un mail qui a été reçu, avec une pièce jointe. Puis, on va extraire le PDF, on va extraire les pièces jointes, on va combiner les documents, on va demander à l'IA de l'analyser et nous fournir un score pour le candidat. Et puis, on va le stocker dans un Google Sheet. Ce qui fait que là, vous voyez qu'avec ce simple processus, le RH d'une petite entreprise
peut filtrer facilement 500 CV et vous pouvez parmi ces 500 CV, les CV les plus pertinents, les profils les plus pertinents. Donc, je vais me connecter. Donnez-moi quelques minutes, je me connecte. Très bonne présentation, vraiment très, très belle, très bonne overview. Donc, on apprend beaucoup ici avec le système workflow. Et maintenant, on va faire un mini ATS. Ça, c'est impeccable. Hein? Pour ceux qui sont connectés, qui souvent ont besoin de développer un workflow pour leur business, ou bien pour des petits projets, vous allez pouvoir voir une très belle démonstration ici. N'hésitez pas déjà à poser vos questions en ligne. Hein. Vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et je suis sûr qu'il y aura encore plus lorsqu'on fait la démo ici. Et s'il y a des participants qui ont déjà eu à utiliser des workflows, dites-nous aussi, peut-être d'autres workflows. C'est que N8N est vraiment populaire, mais il y a aussi d'autres plateformes qui sont utilisées. Et si on a des gens qui ont utilisé d'autres plateformes, dites-nous. Ou même N8N, s'il y a des gens ici qui ont utilisé N8N, dites-nous aussi. Et dites-nous comment vous avez utilisé, si vous l'avez déjà fait. Il y a des gens qui ont utilisé. Bon, dites-nous alors comment vous avez fait. Mettez en commentaire. Peut-être vous allez aussi inspirer d'autres à faire la même chose. Pardon? ATS, c'est un logiciel. ATS, c'est un cible, c'est Applying Tracker Software, logiciel de tracking des soumissions des candidats. Bonne question. L'audience est calme, hein, partagez. Dis-nous aussi, peut-être si vous avez des idées de comment vous allez utiliser ces workflows dans vos projets, partagez aussi. Ici, oui, déjà, quand même, les gens, c'est des choses qui existent depuis. C'est des choses qui existent, qui ne sont pas très populaires en Afrique parce que les entreprises camerounaises n'ont pas encore atteint un certain degré de digitalisation. Pour faire actuellement que les entreprises se tournent déjà vraiment vers le cloud. Vous connaissez tous les problèmes qu'on a ici de fracture numérique, qui est en train d'être en moyenne réglée. Avant, les entreprises étaient un peu très réticentes à l'idée d'envoyer leurs documents dans le cloud, de commencer à travailler avec des outils en ligne. Mais actuellement, il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à le faire. Je dis que déjà, nous, à Cantel, on a commencé un peu à l'implémenter en test. Donc, j'espère que vous voyez déjà l'interface de N8N. Oui, c'est bon. Là, moi j'ai mon instance hébergée dans mon VPS, dans mon serveur privé, que j'utilise, où je fais généralement mes petits labs, où je fais certaines fois aussi certaines petites. Je fais certains workflows aussi pour certains particuliers. Donc, c'est un peu ça, c'est mon lab. Donc, là, on est un peu là, le board, on est connecté. On voit que là, on a une interface assez conviviale qui va nous permettre de créer nos différents workflows. On a le chat. Le chat, c'est pour pouvoir poser avec certaines IA. On a des paramètres. On va d'abord essayer d'ouvrir un workflow vide, un workflow vierge. Donc là, on va créer un workflow. Donc là, voici l'interface pour créer un workflow. Comme je vous ai dit, pour créer un workflow, vous commencez par un trigger. Le trigger peut être le temps. Vous pouvez dire que vous voulez un workflow qui va s'exécuter chaque heure, qui va s'exécuter. Donc, vous pouvez dire que le workflow va s'exécuter chaque matin, pour que le workflow peut s'exécuter après qu'une application ou un événement, que vous avez reçu un message sur WhatsApp, sur Telegram. C'est un peu ça. Vous pouvez dire que vous allez déclencher votre workflow de façon manuelle. OK. Donc, on va prendre un exemple, on va ajouter un workflow ici. On veut que ce workflow se déclenche de façon journalière.
chaque jour à 7 heures du matin. Et là, vous voyez que ça s'est déjà ajouté à l'écran. Il faut ajouter aussi ajouter un autre nœud qui, par exemple, chaque matin, il va aller, on va dire, il va aller dans ce mail. Je prends un exemple qui ne concerne pas le TP pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne. Je dis que bon, chaque matin, je veux récupérer tous mes mails qui ont été reçus la veille et que le workflow me génère un résumé. Comme ça, chaque matin, vous avez un résumé de vos mails. Donc là, vous dites par exemple, vous cherchez Gmail, vous voyez que tout ça est déjà ici. Tous ces différents outils qu'on utilise au quotidien sont déjà présents dans l'application. Donc là, vous voyez que nous, on a Gmail. Voilà. On peut dire get many messages, recevoir beaucoup de messages. Ça veut dire qu'on peut récupérer plusieurs messages. Et là, il y a des étapes de configuration, bien sûr, des crédentials, bien sûr, que vous devez lier. Vous devez lier ça à votre compte API, mais c'est des choses que vous allez apprendre quand vous allez si vous voulez vous approfondir dans le domaine. Donc là, vous pouvez dire que bon, je veux récupérer les 50 derniers messages reçus et exécuter. Vous voyez que si j'exécute le nœud précédent, ça exécute. J'exécute ce nœud. Ça récupère, c'est en train d'exécuter. Donc, moi, comme j'ai lié à mon compte mail, ça va aller chercher ce mail-là et faire un résumé. Vous voyez que là, j'ai un résumé. Vous voyez que là, j'ai reçu les mails. Vous voyez que voici les mails que j'ai reçus dernièrement dans mon mail. Vous voyez que là, c'est directement lié à mon Gmail. OK, maintenant, passons à notre test, à notre TP. OK, on va aller clair rapidement pour passer à la phase de questions, parce que là, c'est vraiment une mise en bouche pour que vous puissiez vous intéresser au domaine. D'accord, là, on a notre mini ATS. Alors, le mini ATS, comment il fonctionne? OK, ici, on va récupérer une nouvelle candidature, un mail. Par exemple, ici, je vais vous montrer les paramètres que j'ai utilisés. J'ai dit, on récupère tous les mails. Ça, c'est le format de recherche de Google Mail. Donc, qui récupère tous les mails qui ont pour... c'est pas ça. Bon, c'est pas le bon. OK, voici le bon workflow. Donc ici, on va dire, on a un premier nœud qui va récupérer les mails reçus. Donc chaque fois qu'on reçoit un mail, il va regarder est-ce que c'est un mail qui concerne le recrutement. Disons, le recrutement de là, c'est un recrutement de. On veut un analyse SSI. Il va regarder, recherche tous les mails recherche le dernier mail qui a analyse SSI. Il va rechercher. Si j'exécute ce nœud spécifiquement, s'il exécute ce nœud, il va voir que j'ai reçu. Là, il a trouvé un mail avec deux pièces jointes, un CV, une lettre de motivation. Là, on va ajouter maintenant deux nœuds. On va dire, bon, il faut transformer ces PDF en texte que le workflow peut comprendre. Donc là, on a ce qui va permettre de transformer le CV en texte. Oui. Donc là, on exécute ce texte-là, on voit que on a pris le CV qui était en PDF et on l'a renvoyé en format compréhensible. Et là, je vais vous présenter tous les nœuds, puis on va exécuter le workflow, on va voir comment ça se passe. Donc, puis on a un nœud qui va merge toutes les réponses. Ici, on a un nœud, il faut aussi exécuter ceci. On a un nœud maintenant qui va regrouper toutes ces réponses-là. Exécuter le workflow. OK. Vous voyez que ça va étape par étape. Là, c'est en train d'analyser. Donc, ce deuxième nœud ici, lui, va permettre de préparer le texte pour l'IA. Donc là, ça c'est un petit code en JavaScript
que j'ai généré, je n'ai pas codé sincèrement. Je l'ai généré, j'ai demandé à une IA, à Claude Code, génère-moi le code qui va me permettre de parser mon texte pour qu'il soit compréhensible par l'intelligence artificielle. Et il m'a généré ce code-ci en fonction du contexte que je lui avais donné. Et là, ça va produire une réponse par mail. Il va produire une réponse par mail. Il va produire désolé. Il va produire un prompt IA qu'il va envoyer à Gemini. Ici, on utilise le modèle Gemini. Donc, Gemini, ici, va maintenant recevoir ce prompt-ci. Et il va l'exécuter. Et il va recevoir une réponse. Là, ici, qu'est-ce que je demande à Gemini? Je lui dis, prends ce candidat, récupère ce qu'il a, récupère son CV, sa lettre de motivation, analyse ce CV et renvoie-le-moi sur ce format-ci. On va voir le format sur lequel l'IA nous a renvoyé le code. Nous a renvoyé le code sous forme de JSON. Donc, on voit que là, on a déjà le nom du candidat. On sait que le candidat s'appelle Moulo Matapit, son mail, sa date de candidature, son score qu'il a eu, son niveau, il a un niveau ingénieur. Le score, le couleur de score, donc c'est le vert. Quand c'est rouge, c'est pas bon. Quand c'est vert, c'est très bon. Les points forts et tout et tout. Donc là, on a reçu ça. Et puis maintenant, on va stocker maintenant ce résultat dans un Google Sheet. Donc ici, le résultat sera stocké dans un Google Sheet. On va stocker maintenant ce qu'on a reçu là dans un Google Sheet pour que vous puissiez le visualiser. Et une fois que le Google Sheet a été finalisé, on va par exemple notifier le recruteur. Je vais prendre l'exemple. Je ne sais pas si j'ai ton mail ici. J'ai ton mail ici. OK, on va un peu ouvrir le Gmail de Doris. Et on va faire en sorte que ce soit elle qui reçoive le mail. Aussi, oui. OK, on va prendre ton mail. Okay. Là, on va venir ici changer le mail du recruteur. Là, ce mail-ci, ça peut être que le mail d'un responsable. Ça peut être tout à fait le mail du responsable RH qui va recevoir ça. Et si on réexécute, OK. Si on exécute, on va voir que, par défaut, elle a reçu le mail. Là, elle a reçu le mail. Bonjour, une nouvelle candidature a été reçue. Analysez automatiquement le candidat. La date de l'évaluation, il a reçu tel score, point fort et tout. Donc là, maintenant, je vais vous faire ouvrir le Google. Donc, là, on était ici. OK, là, on va essayer d'ouvrir aussi le Gmail pour voir un peu comment le Gmail se présente. Et là, je pense que là, le Google Sheet, la feuille de calcul, la Google Sheet est un peu l'équivalent d'Excel. Ceux qui n'ont pas la référence.
On va ouvrir notre Google Sheet. Lecteur. Demander l'accès. Bon, je vais télécharger le document et puis on va l'ouvrir parce que je ne vois pas le document. Donc, là, on est déjà arrivé à la fin du TPR. Donc, vraiment, on peut déjà passer à la phase des questions-réponses. OK. Encore, Herman, très, très bonne présentation et démonstration, parce que vraiment, c'est bien de voir les cas pratiques et les voir en action comme tu as pu démontrer là. C'est très bien. Il n'y a pas déjà trop de questions, il n'y a pas de questions en ligne, mais déjà, je veux demander comment est-ce qu'on arrive à installer, qu'est-ce qu'il y a déjà l'effort que ça prend pour installer N8N, si une personne participe ici aujourd'hui et est intéressée. Bon, pour débuter sur N8N, c'est quelque chose qui est... il y a plusieurs possibilités. Donc, si vous allez sur la plateforme N8N, on va aller ensemble, c'est mieux. Tapez N8N. Là, on a la possibilité de commencer, de créer un compte gratuitement. Et ici, là, c'est auto-hébergé. Donc, N8N, c'est un peu comme Workflow. Ils ont leur plateforme déjà qui est auto-hébergée, qui va permettre de débuter, de créer un compte, de commencer à créer ses workflows et que ça s'exécute déjà. Ils ont aussi des offres payantes. Donc là, si on va par exemple dans le pricing, on va voir qu'il y a plusieurs types d'offres. Il y a d'abord l'offre starter, il y a l'offre pro, il y a l'offre business, il y a l'offre entreprise. Donc là, c'est pour les fonctions des besoins. Mais il y a déjà il y a déjà le fait qu'on peut commencer gratuitement, déjà créer son compte de façon gratuite, commencer à créer quelques workflows, mais on va être limité peut-être à un seul workflow, 2 workflows exécutables. Maintenant, on peut aussi décider d'héberger N8N sur nos propres serveurs, ce que moi je fais. Et là, j'ai le libre cours de créer les workflows que je veux. Et là, il faut un niveau technique un peu plus avancé. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question. OK. Est-ce que c'est possible de l'héberger si une personne a un laptop? Et est-ce que vous pouvez l'installer dans votre laptop et gérer ça comme ça? Oui, c'est intéressant. C'est possible de l'installer dans son ordinateur, dans son laptop. C'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne un peu, qui fonctionne sur une application, on va dire. Donc, c'est bien d'avoir si on a une machine avec une machine virtuelle Linux, on peut l'installer dans sa machine, connecter la machine à Internet et comme ça, travailler. Mais généralement, ce n'est pas l'idéal parce qu'il y a souvent certaines restrictions qui font en sorte que ça empêche les clients d'attaquer certains serveurs. Donc, certaines API vont vous bloquer si vous l'utilisez sur votre machine directement, mais c'est possible. Avec un niveau technique quand même moyen, intermédiaire, oui, vous pouvez déjà le faire, avoir ça sur votre machine et exécuter certains workflows. Mais vraiment, il prend tout son sens quand il est dans un serveur et qu'il est autonome, que même quand votre machine est éteinte, il y a du résultat. OK. Et je sais qu'il y a Aurélien qui voulait intervenir peut-être avec une question ou avec un commentaire. Aurélien, tu peux le faire, tu peux... OK. Tu peux ouvrir ton micro. Vous me suivez?
Oui, arrivez à me c'est bon. suivre? OK. Yeah, Oui, merci, Eman, bon. merci, Eman, pour la présentation. Vraiment intéressant. Nous avons commencé à utiliser NN dans ma compagnie de cela, je pense qu'il y a environ 2 ans. Et c'est un outil assez intéressant. Ce que j'aimerais dire, c'est beaucoup plus, mon intégration porte beaucoup plus sur les moyens de déploiement, parce que ça, c'est la partie qui me concerne particulièrement. C'est moi qui suis en charge de la maintenance et du déploiement. Donc, nous, on utilise le système de container. Je pense que c'est le même mot en français, Oui. que je me trompe. Et pour des raisons de sécurité en ce qui concerne les data, parce que, comme tu l'as si bien dit, NN relie plusieurs applications. Et la préoccupation majeure, généralement, c'est comment est-ce qu'on fait pour que nos données restent privées, surtout quand on travaille pour une grande compagnie. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons opté pour une version on-site. Oui. Nous avons opté pour une version on-site et nous utilisons Kubernetes, qui est un container orchestration platform also to manage the life cycle of the container. Donc, c'est un peu comme ça que nous on fonctionne. Et c'est assez simple pour revenir à la question de Yannick. Si tu as une virtual machine, si tu as un Linux box qui run sur AWS, tu peux installer Docker dessus et tu run NN. Juste qu'il faut tenir en compte que tu as besoin d'un storage, tu as besoin d'un persistent volume pour make sure que chaque fois que ton container goes down, tu ne perds pas tes données, tu ne perds pas tes workflows. L'une des restrictions avec le free version, c'est que nous utilisons, c'est juste que tu ne peux pas share tes workflows. Donc, il faut avoir un admin privilege pour pouvoir naviguer dans tous les différents workflows. Et l'une des meilleures stratégies également, c'est de sauvegarder tes workflows dans un version control system. Tu peux utiliser Git, tu peux utiliser GitLab. Ça fait que quelque chose qui arrive à ton environnement, à ton NN plateforme, tu gardes tes workflows quelque part et tu peux les utiliser à n'importe quel moment. Donc, c'est un peu ça, ce que je voulais partager. Merci, ça c'est très bonne participation, Rolien.